Association, personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fac Ensuite. Bonjour, nous sommes avec le journaliste Romain Molina pour parler de son livre, le livre noir des Jeux Olympiques. Comment vous allez ? Eh bien, vous-même. Ça va bien, merci de le demander. Donc, votre livre est un ouvrage complet sur les Jeux Olympiques qui vont se dérouler dans une semaine à Paris du coup 2024. Et avant de commencer à parler d'un peu le gros du livre, il y a quand même quelque chose qui m'avait choqué, c'est au tout début du livre, c'était des cobayes en Allemagne de l'Est entre 1968 et 1988 pendant le plan d'état institutionnel de la RDA 14-25. Des jeunes filles qui ont été dopées à leur insu, si j'ai bien compris. Oui, c'est bien ça. Un dopage étatique sur des jeunes filles et des jeunes garçons pendant des années pour les médailles, pour assouvir, on va dire, et montrer la puissance d'un régime sur l'autre. Alors, il faut quand même préciser que l'Allemagne de l'Ouest aussi avait un grand système de dopage. Et en fait, j'évoque ça et toutes les tragédies qui s'en sont suivies, parce qu'on peut littéralement parler d'expérimentation humaine, au-delà même du dopage. Et on pourra remarquer que 5 entraîneurs et docteurs qui ont avoué dans les années 2000 s'être adonnés à ce principe donc de haut dopage et presque d'expérimentation humaine sur des athlètes, en Allemagne, avaient avoué les faits, et le président du comité olympique allemand, Thomas Bach, avait dit que bon, faute avouée à moitié pardonnée, il fallait les réintégrer. Et je rappelle qu'aujourd'hui, cette personne est le président du comité international olympique. Ah oui, quand même. C'est quand même assez choquant d'apprendre ce genre de choses. Sur le chapitre 5, on apprend en fait dès la première page que le budget prévisionnel de Paris 2024 est de 6,6 milliards d'euros. Le budget réel, en revanche, lui est supérieur à 12 milliards d'euros, donc quasiment plus du double. Ouais. En fait, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Et au final, la phrase « les jeux payent les jeux » n'est pas vraie. N'a jamais été vrai. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, tous les pays n'ont jamais payé les jeux. C'est-à-dire que ça a toujours été déficitaire. Donc ça a été toujours un mensonge. Je ne vois pas pourquoi la France pourrait réussir, parce que déjà elle n'a pas fait dans le passé. Je donne des exemples de Grenoble et d'Albertville, et que toutes les autres grandes puissances n'ont pas réussi. Donc non, cette phrase évidemment pour de la communication. Et en fait, non, le budget... en fait, ce qui était assez fou, c'est qu'ils avaient annoncé le budget en disant que oui, c'est 97% de financement privé, en parlant uniquement du budget du comité d'organisation et en omettant le budget lié aux structures. Donc déjà, rien que ça, il y avait un jeu de communication assez terrible. Mais déjà, donc de base, ils avaient annoncé des chiffres qui étaient sous-estimés. On peut penser notamment au grand centre aquatique en Seine-Saint-Denis qui a été complètement mésestimé. Finalement, ça a coûté 90 millions de plus pour une capacité d'accueil 3 fois moindre. Et après, j'ai presque envie de dire que c'est comme dans tous les autres Jeux Olympiques. Il y a une différence près, c'est qu'en France, on rogne quand même beaucoup sur les coûts, et ce qui crée beaucoup d'amateurisme, notamment au niveau de la sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un comité d'organisation qui propose des contrats à très bas marché, ce qui fait que on sous-traite même avec des sociétés qui des fois n'ont pas le nombre ou qui n'ont pas l'expertise nécessaire pour ce genre d'événement. Donc c'est au détriment même de la qualité. Oui, on a même vu que c'était des personnes âgées, voire même en retraite, qui allaient s'occuper d'une partie de la sécurité des Jeux Olympiques. Réservistes, retraités. On a appelé beaucoup de gens pour essayer d'économiser des coûts, mais dans le même temps, il n'y a pas eu d'économie dans ce qui concerne les frais, les émoluments ou le train de vie des gens du comité d'organisation. On va dire qu'il y a une double réalité. On va aussi parler du comité international olympique, où dans votre livre, en fait, ça a été défini comme une secte, pire que la FIFA. Oui. Comment on peut en arriver à en dire que c'est une secte, et même pire que la FIFA, alors que la FIFA a déjà énormément de casseroles, on va dire ? Oui, pour une raison simple, c'est qu'il y a quand même un minimum de principes démocratiques à la FIFA. Alors bon, on peut mettre des guillemets, mais tout de même, une fédération égale un vote. Donc, c'est-à-dire que la fédération d'Anguilla ou du Laos ou de la France, au final, elle a le même poids politiquement. Le CIO ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est-à-dire que ces comités nationaux olympiques n'ont pas de vote. En réalité, il y a les 105 membres actifs du CIO. Certains peuvent être du même pays. On retrouve l'émir du Qatar, on retrouve le prince Albert de Monaco, on retrouve des anciens hommes d'affaires, des anciens athlètes, des gens qui sont là depuis quasiment 30 ans. Mais en fait, ils se cooptent les uns les autres sans aucune transparence. Ça fait, je crois, 3 ans que le CIO n'a même pas organisé de conférence de presse. C'est-à-dire que c'est une entité qui vit indépendamment de toutes les lois, qui s'affranchit de toutes les règles et qui ne rend de compte à personne. Et vu qu'il y a plus de discrétion au CIO qu'à la FIFA, le silence permet davantage d'impunité. Et en fait, dans tout ça, il y a la France qui s'est
on va dire, dans un certain sens, qui s'est buté à vouloir ces Jeux Olympiques. Ça avait commencé sous Sarkozy, ça a continué sous Hollande, ça s'est terminé sous Emmanuel Macron. Donc il y a eu trois quinquennats différents, trois personnalités de trois bords politiques différents, et aucun s'est dit peut-être que ça va nous coûter trop d'argent et que on a plus à y perdre qu'à y gagner. Je renvoie également les gens avant la présidentielle de 2017, où seul Jean-Luc Mélenchon avait exprimé des réticences, notamment quant à l'utilisation des deniers publics. Et puis peu avant les élections, il s'était montré favorable également pour Paris 2024. Donc il y a, on va dire, un accord dans les sphères politiques. Et on a des politiciens férus d'olympisme, visiblement, qui ont cette fièvre olympique. Parce qu'on rappelle également les candidatures avortées, notamment pour Annecy 2018 et d'autres à l'époque, même sous M. Chirac. On peut penser à Lille à la fin des années 90. Donc il y a toujours cette volonté d'accueillir ces événements-là. Et on peut également corréler ça aux lois qui ont été passées par le gouvernement Hollande, qui permettent des énormes exemptions fiscales à toutes les fédérations sportives internationales et toutes les grandes compétitions sportives d'ampleur internationale organisées en France. C'est pour ça que depuis 10 ans, certains politiciens vont parler de l'attractivité de la France qui est capable d'attirer la Coupe du Monde féminine de foot, l'Euro de football, la Coupe du Monde de rugby, l'Euro de basket, le championnat du monde de lutte, et j'en passe, et des meilleurs. En réalité, l'attractivité de la France est surtout une attractivité fiscale qui avait été votée à l'époque pour attirer ces événements-là. Et du coup, ces attractivités fiscales, elles s'appliquent à n'importe quel domaine sportif, que ce soit Jeux Olympiques, Coupe du Monde ou... La Coupe du Monde, c'est encore pire, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Nicolas Sarkozy, à l'époque, avait promis à l'UEFA une exemption fiscale si la France accueillait l'Euro 2016. Nicolas Sarkozy n'est pas réélu, et François Hollande va parachever la promesse de Nicolas Sarkozy, ce qui est quand même assez ironique, avec cette loi. Et en fait, ils mettent des conditions. Il faut que cela soit bénéfique pour la France, cet événement, que ce soit d'envergure internationale. En réalité, ce n'est absolument pas bénéfique pour la France. C'est des fois des énormes gouffres financiers. On peut penser au championnat du monde de lutte de 2017 qui a généré au final beaucoup de choses également en justice. Le tribunal administratif de Créteil a été incapable encore de savoir où sont passés plus de 600 000 euros en cash. Ça a généré entre 1 et 2 millions de déficit. Donc en fait, on se rend compte que la loi, les conditions ne sont même pas respectées, mais qu'importe, pour les grandes fédérations internationales sportives, elles vont bénéficier quand même d'énormes exemptions financières, ainsi que les comités d'organisation, pour organiser des événements sportifs d'ampleur en France. Donc, qui représente un énorme manque à gagner. En 2023, on estimait que le manque à gagner pour le Trésor français était de 65 millions d'euros au sport. Oui, c'est ça, c'est une référence à la loi financière effective numéro 2014-100, c'est ça, par rapport à, du coup, à l'exonération fiscale sur les comités dans l'Hexagone. Donc pour les auditeurs, c'est dans le chapitre 12 du livre, très intéressant par ailleurs. Dans le chapitre 13, les drones intelligents, on apprend que l'autorisation de drones pour surveiller les espaces publics et la foule ne vont au-delà de la période des Jeux Olympiques, allant jusqu'en mars 2025. Est-ce qu'on peut se poser des questions sur les libertés individuelles et la liberté de circulation, au final, qui va au-delà des Jeux? On peut s'interroger déjà sur la durée. Ça a été testé avant, notamment des concerts. On parle de vidéosurveillance algorithmique. C'est un terme un peu barbare qui va capter des comportements jugés suspects. Et parmi les comportements suspects, on a celui de marcher en contresens. C'est-à-dire, admettons, vous marchez, puis quelqu'un vous appelle derrière, donc vous vous retournez, vous allez en contresens de la foule, boum, les drones intelligents vont repérer et juger cela comme une attitude potentiellement suspecte. Vous allez donc être surveillé et potentiellement contrôlé par les autorités, avec derrière ce qui peut s'en suivre. Donc en effet, ça pose beaucoup de questions. D'ailleurs, les partis de gauche avaient alerté à ce sujet. Ils n'avaient pas voté cette loi. Je rappelle que cette loi a été votée par le parti présidentiel, le RN, sauf un abstentionniste, et totalement pour les LR. Et il y a également des problèmes liés au droit du travail, qu'on a littéralement, on s'est assis littéralement sur le droit du travail pour les Jeux Olympiques, mais il y a évidemment cette question des droits intelligents et de leur prolongement. Le RN voulait que ça soit jusqu'à la fin de l'année, le parti présidentiel voulait que ça soit encore plus long. Finalement, un consensus a été trouvé jusqu'en mars 2025. Je crois que cette loi JO a quand même bon dos pour prolonger certaines choses. Oui, c'est ça. Il y avait un député qui avait dit les Jeux de Paris ne doivent pas servir de prétexte à la surveillance généralisée. Voilà. On peut le rejoindre un peu sur ces propos. On va continuer avec aussi des promesses qui n'ont pas été tenues.
notamment les transports en commun gratuits pour les détenteurs de billets, D'accord. qui du coup n'a pas été tenu. On voit que là actuellement le ticket va coûter jusqu'à 4 euros. Aussi des infrastructures qui vont arriver en retard, Ouais. comme le Charles de Gaulle Express en 2027, l'ouverture de la ligne 15 en 2025, l'ouverture de la ligne 16 et 17 en 2025. Euh, c'est des C'est un infrastructures miracle qui d'avoir eu devaient être autant d'années prêtes pour pour se les JO à la préparer. base. Non, mais c'est un miracle d'avoir promis autant de choses, d'avoir eu autant d'années pour se préparer et de quasiment rien livrer à temps. C'est quand même une sacrée prouesse de la région Île-de-France. Alors je sais qu'ils sont souvent en retard, voir ce qui se passe d'ailleurs dans leur RER et tout ça. La propreté, je ne sais pas s'ils l'avaient signé dans le cahier des charges, mais peut-être aussi que ce serait bien de mettre un coup de balai de temps en temps. Donc non seulement les transports sont pas plus modernes, il doit y avoir 4 lignes en plus, évidemment, il n'y en a qu'une ligne et demie qui a réussi à plus ou moins se finaliser. C'est absolument incroyable en fait. C'est absolument incroyable. La gratuité des transports, on oublie. La rénovation de la tour Montparnasse, on oublie. En fait, il y a plein de choses comme cela. Et là, en plus, quand on touche au cœur des transports, on touche à quelque chose qui dépasse le cadre des Jeux Olympiques, mais qui peut avoir un impact bénéfique sur la vie des Français, et notamment des Franciliens. Et Ça n'a pas été fait. ouais, ça n'a pas été le cas et ça va être soit livré en avance, enfin en retard du coup, soit pas livré. Ouais, ou tronqué. Il y a une ligne qui n'a pas été faite en entier. Ça pose quand même évidemment question, parce qu'il y a des budgets qui ont été alloués à cela. Mais bon, le Covid a bon dos, visiblement. Tout est la faute du Covid et de l'inflation. C'est quand même assez fou. Non, en réalité, Méchant Covid. C'est la faute du Covid qui oui, reçoit c'est sûrement la faute du Covid. C'est sûrement ce qu'on se dit tous. C'est le Covid, mais ils l'avaient dit. Hein. Ah, vous savez, avec le Covid et l'inflation. Ah, d'accord. Il y a aussi... Et comment vous avez fait pour la gratuité des transports? C'est le Covid aussi? Effectivement, on peut aussi se poser la question sur ce point-là. Il y avait aussi certaines dépenses où j'avais du mal à comprendre pourquoi dépenser autant. Enfin, par exemple, on peut citer 600 000 euros pour une vidéo de 10 minutes pour la présentation de Paris pour les JO au Comité international olympique, il me semble. Ah ouais. Ouais. Ah ben, les cadreurs coûtent cher de nos jours, visiblement. C'est hallucinant un peu comme chiffre. Ah bah, pour Paris 2012, ils avaient donné 6 millions d'euros à Luc Besson pour un film de 30 minutes. Enfin, pas qu'à Luc Besson, qui était un espèce de clip promotionnel complètement ringard et qui n'avait pas du tout plu d'ailleurs, mais on a donné 6 millions. Donc, ils vont dire qu'on a fait des économies, mais enfin, 600 000 euros pour faire quelque chose de 10 minutes comme ça, en effet, les cadreurs, c'est bien, au moins ils sont bien respectés, des bons salaires pour les cadreurs, j'espère. Ouais, on imagine bien, mais justement, vous avez évoqué Paris 2012 qu'on n'a pas obtenu, et vous dites qu'apparemment c'était orchestré et qu'apparemment même 24 heures avant la délégation, enfin en tout cas la remise de prix en public, en tout cas, en fait, il s'était déjà plié quasiment. Alors, ce qui est très ironique, c'est quand j'ai terminé l'écriture il y a 2 mois à peu près. Il y a peut-être 3-4 semaines de ça, je parlais avec quelqu'un qui était au Qatar pendant très longtemps, et il me disait que justement, la veille, les Anglais qui étaient là-bas, parce qu'il y a beaucoup d'Anglais qui sont conseillers de la famille royale, ils se moquaient des Français qui étaient sur place en disant « Non, mais vous avez perdu les Jeux ». Et les gens disaient « On est au début des années 2000, on est en 2005, je crois, lorsque le vote se fait, il est à Singapour ». Et les autres, ils disent « Mais comment ça, Paris est favori ?» Et les Anglais, ils ont dit « Mais vous n'avez rien compris. Les 48 dernières heures, vous n'avez rien compris. On dit demain, vous allez perdre. » En effet. Et les Anglais, alors il y a eu beaucoup de fantasmes en fait, parce que bon, j'ai fait un chapitre qui s'appelle pour 4 traîtres, que la France identifia donc 4 traîtres dont le vote a basculé lors des derniers jours. Et donc les Français, notamment Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, fustigeaient le comportement des Anglais, qui était jugé agressif avec un lobbying intense, et notamment une personne qui s'appelait Mike Lee, que Delanoë appelait Monsieur Salcou. Et en fait, la grande ironie, c'est qu'en fait, les gens qui ont fait cette campagne de Londres 2012 sont ceux qui ont fait celle de Paris 2024 après. C'est ça, c'est en fait on a repris les mêmes pour notre côté en fait. Mais à l'époque on les fustigeait, on disait que c'était des méchants Anglais. Oui, et puis au final on a utilisé les mêmes méthodes. On a utilisé les mêmes méthodes, notamment lorsque Donald Trump a été élu, où il y a eu beaucoup de cabinets d'intelligence économique et de relations publiques orchestrés par le comité d'organisation français pour aller décrédibiliser, déstabiliser la candidature de Los Angeles vis-à-vis des propos de Donald Trump. Donc il y avait des mises en avant et autres pour dire regardez, c'est pas les valeurs olympiques, alors comme si les valeurs olympiques existaient. Donc oui, c'est assez marrant, mais je vous rassure, les Américains comptaient faire pareil si Marine Le Pen était élue à l'époque. Donc
c'est malheureusement le jeu des différents candidats qui se prêtent à l'olympisme et qui utilisent tous les subterfuges et les manières les plus basses et viles pour déstabiliser l'autre. Donc au final, c'est un peu aussi une histoire beaucoup politique. Enfin, vous voulez dire si Marine Le Pen aurait été passée, bon, ça n'aurait rien changé. Peut-être le que ça CIO aurait été très content de Marine Le Pen. je pense aussi. Je veux dire, le pense CIO s'acoquine avec tous les régimes du monde entier. Ils n'ont aucun problème tant que ces gens-là montrent allégeance au CIO, ils n'ont aucun problème. Oui, c'est ça. À partir de là... Il y a ce côté-là où en fait on courbe de tous les pays du monde, en tout cas tous ceux qui sont intéressés par les JO, courbent devant le CIO. Exactement. La Russie, les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud, le Royaume-Uni. Alors l'un des rares qui l'a pas fait, parce que je rappelle que Rome était candidate pour 2024 et lorsqu'il y a eu un changement à la mairie, la maire elle a dit maintenant on va arrêter les conneries avec les deniers publics. Le CIO n'avait pas du tout apprécié cette attitude-là parce qu'ils n'acceptent pas qu'on puisse leur dire non, qu'on ne puisse pas dépenser énormément pour eux. Ces gens-là, c'est un peu les rois du monde. Il faut comprendre que le patron du comité international olympique, l'allemand Thomas Bach, il se fait surnommer Louis XIV à Lausanne. Donc on est vraiment sur ce côté-là. Ce sont les rois du monde qui arrivent et on ne comprend pas qu'à un moment donné, une mairesse ou un maire puisse dire non, pas mettre plus d'argent public. Mais c'est extrêmement rare. J'ai que cet exemple-là en tête de Rome il y a quelques temps où le changement avait dit non, on va pas faire ça. Sinon, tous les États du monde, en effet, se couchent. L'Italie s'était couchée, on se rappelle, des Jeux Olympiques d'hiver de Turin. Et en fait, malgré les conflits actuellement, en fait, avec la Russie et le comité olympique, ça se passe toujours bien. Bon, et officiellement, ils sont en froid, en grand froid, parce que donc ils ont interdit à la Russie de venir, il y aura sur bannir. C'est pas ma spécialité ça, sachant qu'il y a eu des problèmes là, liés au judo et à la lutte récemment, donc les judokas russes ne vont pas venir. On rappelle que les Russes vont faire les Jeux de l'amitié, je crois, de la solidarité, j'ai un doute en septembre, qui soi-disant va concurrencer les Olympiques. Alors bon, mais en fait, ce qui est fou, c'est que pendant 20 ans, le CIO a mangé, même plus de 20 ans évidemment, ça fait 30 ans, je dirais, depuis la dislocation de l'URSS, que le CIO mangeait à la bonne table du Kremlin des oligarques, dont le président actuel du CIO, Thomas Bach. Et je rappelle également que Samaranch, ancien président espagnol du CIO, avait notamment fait tous ses réseaux issus de l'ex-URSS, avec l'aide d'un Français d'ailleurs. Donc c'est assez drôle en fait de voir ces gens-là, du jour au lendemain, dire « Oh là là, les Russes, c'est pas bien hein !» Et puis pendant 20 ans, pendant 30 ans, ils ont mangé la gamelle du Kremlin, donc c'est quand même assez ironique. Avec en point d'orgue les Jeux évidemment d'hiver de Sochi, qui était une aberration, je veux dire, sur la Riviera russe. Bon, on fait des Jeux d'hiver sur la Riviera russe, mais bon, on va les faire en Arabie Saoudite un jour, donc bon, tout est possible, je veux dire, en ce moment. Après tout, hein, oui, peut-être les valeurs de l'olympisme encore qui prônent les Jeux écolos, ça aussi c'est quelque chose de magnifique. Oui, toujours. Pas tant qu'à faire, hein, on continue. Oui, c'est ça. J'avais lu aussi dans votre livre une note de 2,43 millions d'euros pour un repas à Annecy avec le comité international olympique. Ouais. Je veux dire, à quel moment on s'est dit bah c'était peut-être trop. Bah c'est seigneur. Mais en fait, comme on vient de le dire, on se courbe, il n'y a pas de souci. Il faut voir Emmanuel Macron, François Hollande, tous ces gens-là, ils s'adressent au président du comité olympique, Monsieur le Président, mais c'est-à-dire que quand ces gens-là vont en France, c'est le tapis rouge et on les met dans les plus grands restaurants, les plus grands établissements et on dépense sans compter pour satisfaire sa seigneurie du CIO. Je sais, c'est choquant, évidemment c'est choquant, bien sûr. Mais pour 2024, il y a eu un accueil plus que princier pour Thomas Bach, qui d'ailleurs est arrivé, je crois, hier ou il y a 2 jours à Paris, ou 2-3 jours. Et campagne de relations publiques, regardez, il est là, on a l'impression que c'est Louis XIV qui arrive voir ces sujets. Parce que ces sujets, à lui, c'est des prénoms de République. Et sinon, il y avait quelque chose d'autre de choquant dans votre livre, c'était par rapport au salaire des athlètes, qui eux étaient extrêmement bas par rapport aux personnes du CIO ou qui travaillent pour l'organisation des JO de Paris 2024. Oui. Enfin, ça reste... Le CIO ne redistribue rien aux athlètes, ce sont les pays qui ensuite décident ou non de rémunérer les athlètes selon s'il y a des médailles ou des participations aux Jeux Olympiques. Mais le comité international olympique, qui est le vrai gagnant, puisque c'est eux qui ont leurs sponsors, ceux qui imposent tout, reverse 0 € aux athlètes. Et pendant ce temps, le directeur de la communication institutionnelle, M. Christian Klau, lui, prend $540 000 par an. Bon.
Oui, quand C'est même. quand même exceptionnel parce qu'on parle de Jeux Olympiques. C'est quand même, les Jeux Olympiques, c'est magnifique, mais la manière dont ils sont faits, c'est quand même exceptionnel, cette compétition et cette tartufferie de dire les athlètes, on leur redonne zéro, mais le directeur de la communication institutionnelle, aka Mister Propaganda en interne, il va empocher 540 000 $ dans l'année. Je trouve ça magnifique. Je suis plutôt d'accord avec vous, ça reste magnifique. Vous avez parlé des médailles et dans votre livre, il y a écrit que Emmanuel Macron avait fixé un objectif initial de 80 médailles. Oui. Enfin, est-ce que c'est un peu osé, on va dire? Ça a été rabaissé un peu après par Emilio da Castera parce qu'ils se sont rendus compte qu'il ne fallait plus parler d'objectifs de médailles, mais de top 5, si je ne dis pas de bêtises, dans les 5 meilleures nations au monde, pour montrer, vous savez, la puissance de la France, hein, toujours dans des histoires d'ego. Alors moi, je pose juste une question, comment on peut espérer autant lorsqu'on a autant d'athlètes de haut niveau en France qui ont eu besoin de faire des cagnottes pour boucler leur fin de mois? Ça, c'est sûr, hein, ça reste. Non mais voilà, et le pire, c'est que l'Agence nationale du sport, que l'ANS, elle a bon dos. Oui, mais l'ANS finance. Donc l'argent public finance en effet des athlètes aussi, ça c'est une réalité, il ne faut pas le nier, mais finançait surtout à prix d'or et dopait financièrement toutes les fédérations sportives françaises qui n'ont jamais reçu autant d'argent public. Pour une gabegie incroyable, il va falloir m'expliquer comment une fédération comme l'escrime peut avoir 1 million de trous alors qu'elle est dopée financièrement depuis des années, comment la lutte qui est en plan de sauvegarde a aussi des déficits, en voulez-vous, en voilà, et que les athlètes n'ont jamais autant galéré dans ces disciplines-là. C'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire qu'on gave d'argent les dirigeants des fédérations sportives françaises, qui en plus font des déficits. On ne dit rien, on ferme le couvercle, parce qu'il ne faut surtout rien dire, parce qu'il y a les Jeux Olympiques, il faut des médailles. Et puis l'année prochaine, quand l'ANS, les subventions vont drastiquement baisser, ces sports-là vont partir en faillite. Donc l'héritage de Paris 2024, ça va être un champ de ruines pour le sport français. Bravo. Oui. Et c'est pas tout, en fait, l'héritage de Paris 2024, c'est aussi les Alpes françaises qui seraient hautes pour les Jeux d'hiver 2030. Oui, sauf qu'il n'y a toujours pas de garantie financière donnée. En fait, en novembre dernier, le CIO écarte la candidature, on va dire, suisse et suédoise, parce que paraît-il que la Suède est trop une démocratie. Donc bon, si la Suède est trop une démocratie, je ne sais pas ce qu'est la France. On pourrait se demander. Et donc après, ils privilégient Salt Lake pour 2034, et donc l'idée, c'est les Alpes françaises pour 2030. Sauf qu'en fait, même si le dossier est brinque-ballant, pour ne pas dire catastrophique, mensonger en plus, notamment sur toute la partie environnementale, en fait, il n'y a pas la garantie financière. Gabriel Attal n'a pas signé la garantie financière. Parce qu'en fait, le déficit a été largement sous-estimé. Et ça, c'est Rachel Pretty de l'équipe qui l'avait écrit. L'équipe s'est feutrée. Pour que l'équipe écrive que le déficit a été largement sous-estimé, c'est que le déficit a été plus que sous-estimé. Donc, à partir de là, on attend. Là, le comité international olympique a mis des pressions à la France en disant, bon, vous êtes gentil, mais quand même. Donc, parce que là, il n'y a pas de plan B. C'était la France. Mais c'est littéralement un cadeau politique. Parce que le CO était ravi de tout ce que la France avait fait pour eux. Et puis surtout, il faut trouver des gens en hiver. En hiver, c'est un déficit qui est énorme. Et puis là, vous avez Muselier, vous avez M. Vauquier, tous ils veulent leurs Jeux Olympiques. Emilio da Castera les veut. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a le président du comité olympique français, le républicain et le très cumulard David Lapartien, qui nous a appris récemment que de toute façon, tous les partis politiques français veulent 2030. Ah bon? Donc ils veulent tous 2030 alors que ça va créer encore un déficit de plusieurs milliards. Mais ils sont forts, ces politiciens français quand même. Ils sont d'accord sur rien du tout. Mais dès qu'il s'agit de Jeux Olympiques, ils sont tous d'accord. Je trouve ça magnifique, moi. C'est vrai qu'assez souvent, quand il s'agit de faire une grande fête, dis donc. Avec l'argent du contribuable, là, visiblement, là, il y a non, t'es de gauche, de droite, non, ça va. C'est les Jeux Olympiques, voyons, c'est les valeurs. Oui, c'est sûrement ça, les valeurs du sport. Ou peut-être l'autre mot de valeur. Peut-être. Voilà. Mais aussi dans votre livre, vous avez parlé aussi de la sécurité lors de la cérémonie d'ouverture qui pourrait être défaillante sur plusieurs points. Oui. Ouais. Notamment c'est un gros problème. Notamment sur les immeubles. Le fait que ce soit sur la scène et donc exposé en public de manière certaine et qu'on ne peut pas vérifier non plus l'intégralité des appartements qu'aurait vu sur la scène à ce moment-là. C'est pour ça que les Américains et les Israéliens, notamment, il y a quelques temps, on dit vous êtes fous. On hurlait en disant mais vous êtes complètement fous. Si les Américains disent vous êtes fous, c'est bon. Ils y connaissent quelque chose en plus en tuerie de masse et en attentat, les Américains. Un peu. Mais c'est de la folie. C'est honnêtement de la folie. Alors c'est pour montrer encore la beauté, la grandeur de la France, du régime, tout ce que vous voulez. Je veux dire, aujourd'hui, la manière dont se comporte l'État français n'a absolument rien à envier à certains pays qui ont organisé, par exemple, certaines Coupes d'Afrique des Nations, Copa América ou Coupe d'Asie pour asseoir le régime, montrer leur puissance, leur légitimité.
on est exactement dans cette idée-là, ce qui est quand même assez effrayant à ce niveau. Je veux plus jamais entendre dire oh là là, Poutine et Sochi, c'est exactement pareil. On est dans la même idée. Hein. Regardez l'image de la Russie, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, on n'a aucune leçon à ce niveau-là à donner, en tout cas. À ce niveau, je dis bien. Parce qu'ils n'ont pas pour autant de risques, les Russes. Là, oui. Tous les services de renseignement sont aux aguets. Le CO, quand même, ils sont un petit peu inquiets, mais pas. Ils pensent qu'il y a quand même énormément d'inquiétude dans le côté sécurité. Énormément. Parce qu'en effet, on ne peut pas être dans tous les appartements qui aura une fenêtre de tir. Il suffit qu'il y ait des gens mal intentionnés, ça peut exister, qui ont préparé leur coup il y a quelques mois, ils pourraient avoir une magnifique fenêtre de tir et malheureusement commettre une tuerie. Donc, parce que ce serait forcément, si vous êtes aujourd'hui un groupe terroriste, vous pouvez préparer ça avec une ampleur et les conséquences que ça pourrait avoir. Donc, continuer à prendre ce risque est assez incroyable. Le pire, c'est que ce risque a été gardé, puisque la cérémonie aura lieu dans une semaine et... Oui. Il n'y a rien qu'à changer. Officiellement, on nous a... Ils font un poil plus court, mais ça reste... Puis en plus, ils avaient mal calculé la jauge des spectateurs qui pouvaient être là. Enfin, c'est un amateurisme crasse, un ego pas possible. Et aujourd'hui, moi j'espère évidemment que ça va bien se passer, on espère tous. On espère tous, bien sûr. Mais pourquoi prendre un risque pareil ? Pour montrer la grandeur de la... Mais Emmanuel Macron, il a vraiment besoin de ça pour montrer la grandeur de la France ? Je pense pas. On les connaît ? On a besoin de ça ? Je pense pas. Non. Peut-être pour montrer la grandeur du président de la République. Peut-être. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Je terminerai par le chapitre 14 où on apprend en fait que la Seine en tout cas jusqu'à récemment, n'était pas potable, en tout cas n'était même pas nageable au final, puisque dans ce chapitre on apprend que des nageurs avaient du coup pour tester les conditions nager dans la Seine, et ils se sont retrouvés, en tout cas une partie la majorité ont terminé à l'hôpital pour une visite de contrôle et certains ont dû rester un peu plus longtemps, exactement. Ouais. Mais c'est un peu choquant d'apprendre ça et de dire oui, elle sera potable, visiblement non. Ils ont mis un MIR 4, donc ils veulent pas passer pour des buses. J'avais annoncé qu'ils allaient dire une étude indépendante soi-disant, et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque vendredi dernier, on a l'AFP qui communique très tard le soir. Ah ben, c'est bon, les organisateurs ont dit que c'est bon, on peut se baigner. On remarquera qu'il n'y a aucune étude qui a été publiée. C'est ça, j'allais dire, on a l'étude, mais non, on n'a pas d'étude en fait. Non, il n'y a pas d'étude. Officiellement, c'est une étude indépendante que la mairie de Paris aurait fait avec les organisateurs, sachant qu'ils ont menti depuis le début. Donc, prendre leur parole comme argent comptant, c'est quand même un peu compliqué. Puis, il faut un contradictoire, il faut voir. Parce qu'il y a quand même des ONG qui ont fait des prélèvements réguliers maintenant depuis des années qui montrent que ce n'est pas baignable dans moins 13 endroits sur 14. Donc, c'est quand même assez incroyable que d'un coup, subitement, il y a une opacité exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on n'a aucun chiffre, on n'a aucune donnée. Il faudrait croire les organisateurs, et puis donc là, ils ont tous fait leur numéro de cirque, parce que c'est un numéro de cirque, il n'y a pas d'autre mot, devant les caméras pour barboter. Bon, ils ont barboté. Oui, c'est ça, j'allais dire. Évidemment, à l'endroit où déjà il y avait moins de soucis. Maintenant, ils ont leur plan bis, c'est de dire Rio de Janeiro, les athlètes ont été intoxiqués, on n'a rien dit. Puis l'année dernière, le championnat du monde de triathlon en Angleterre à Sunderland, je rappelle que 57 nageurs ont terminé intoxiqués. Donc visiblement, ce n'est pas la préoccupation du CEO, ni celle de la Fédération internationale de triathlon. Alors pourquoi voulez-vous que ça soit celle du comité d'organisation de Paris 2024 ? Oui, du coup, en fait, c'était que des images pour faire joli, voir Amélie Oudéa Castéra. Si vraiment c'était baignable, vous publiez l'étude. Oui, c'est ça. L'étude n'a pas été mise en public. Rien. On s'est contenté de dire à l'AFP, pourquoi l'AFP ? Parce que derrière, ça va faire des reprises évidemment dans tout le pays. C'est bon. Mais alors d'un coup, du jour au lendemain, je pense qu'en fait c'est exceptionnel. C'est cling. Il y a eu une baguette magique qui est venue sur la scène et cling. Que bon, on a mis un MIR 4, donc encore une fois, pour l'État français, ils ne pouvaient pas ne pas mettre un MIR 4 et au dernier moment dire en fait c'est pas baignable, parce que là, il serait vraiment passé pour des bus. Donc on préfère mettre la vie de certaines personnes en danger, parce que faut comprendre que peut-être dans certains endroits ça peut aller, mais la Seine c'est pas une portion, c'est beaucoup plus large que ça. Et je tiens pour tous les gens à aller
trouvé l'ONG Surfrider, je crois qu'elle s'appelle, Oui, c'est qui a ça. publié régulièrement les tests, et on voit rapidement, qu'elle fait avec un laboratoire et tout, que non, ce n'est pas baignable dans la plupart, dans l'immense majorité de la Seine. Parce qu'il y a beaucoup de matière fécale et autres, il y a même des bactéries qui l'ont contaminé, enfin bon. Donc là, ils vont bon. volontairement... Mais écoutez, c'est magnifique. Là, on a vu Anne Hidalgo, Amélie Oudéa-Castéra. Des fois, je me disais, je ne savais pas qu'on pouvait tomber encore plus dans le grotesque avec Amélie Oudéa-Castéra, mais je la remercie parce que chaque jour, elle me montre que c'est possible. Donc, je trouve que c'est un bel espoir pour les gens. On peut être grotesque et être ministre, donc je trouve que c'est un magnifique message d'espoir. Et c'est peut-être ça les Jeux Olympiques au final. L'important, c'est de participer. On peut même terminer ministre. Effectivement. Effectivement. Mais du coup, en fait, ils vont volontairement mettre en danger les athlètes qui vont se baigner dans la Seine. Mais ils l'avaient fait à Rio déjà, hein, le CIO, ils n'ont aucun problème avec ça. Donc, oui, donc aucun... La santé des athlètes et le bien-être des athlètes, c'est pas ce qui compte dans les Jeux Olympiques. Hein. C'est le spectacle, c'est les belles images, c'est le show. Le reste... Ouais, donc on est plus dans le show que la sécurité. Mais qui s'intéresse à la santé et au bien-être des triathlètes? Visiblement pas le CIO, en tout cas. Ah bah pas le comité international olympique, il y a des images à faire quand même. Oh. Vous prenez pour qui là? Oh. Et il y a du business à faire avant. Les athlètes, bon bah... qu'ils concourent gratuitement s'ils terminent à l'hôpital. Je veux dire, ils ont signé une décharge en disant que c'est génial aussi. Le CO se retire de toute responsabilité si vous vous blessez, si vous tombez malade, si vous... C'est génial. Et tous les athlètes qui participent doivent la signer, sinon ils ne peuvent pas participer au jeu. C'est pas le problème du CO si vous tombez malade. Hein. Vous avez une intoxication parce que vous avez avalé des matières fécales dans la Seine, c'est pas notre problème. Vous avez signé. Voilà. Jeu, échec et maths. Qui dit mieux? Bien, je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Merci Romain Molina pour votre interview. Et puis, je rappelle que le livre Noir des Jeux Olympiques est sorti du coup sur certains sites et du coup sur aussi le site de l'éditeur Exuvie. Vous pouvez aller le commander là-bas. Et puis, je vous remercie Romain Molina. Mais à vous. À bientôt. Merci. Association, personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fac Ensuite.